Bien, messieurs, dames, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui réunis pour nous saisir d'un thème essentiel pour nos concitoyens, l'accessibilité des transports publics. À l'occasion du 20e anniversaire de l'adoption de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le groupe d'études handicap du Sénat organisera un colloque le 11 février prochain. Les présidents de toutes les commissions permanentes sont invités à cet événement pour évoquer les sujets entrant dans le champ de leurs compétences respectives. En amont de la tenue de ce colloque, l'organisation de cette table ronde m'a paru opportune afin d'en nourrir les travaux. La loi de 2005 a marqué un tournant dans la politique du handicap en France. Ce texte avait pour principal objectif de favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire. L'article 45 de cette loi emblématique a fixé en particulier un délai de 10 ans afin d'assurer l'accessibilité des transports publics. Toutefois, l'accessibilité des services de transport est encore limitée. Les obligations introduites par le législateur en 2005 n'ont pas été satisfaites du fait d'obstacles techniques et d'obstacles financiers. Devant ces difficultés, était décidé en 2014 de redéfinir l'accessibilité du service transport, désormais assurée par l'aménagement de points d'arrêt prioritaires. Dans certains cas, et notamment pour certaines stations de métro, la mise en accessibilité peut cependant s'avérer techniquement impossible en raison d'un obstacle insurmontable, sauf à procéder à des aménagements d'un coût manifestement disproportionné. Dans une telle situation, des services de substitution adaptés aux besoins des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite ont été mis à leur disposition. Sur les 6 réseaux de métro en exploitation en France, 3 sont totalement accessibles, Lille, Toulouse et Rennes. Le métro parisien est encore quasiment et uniquement partiellement accessible. Les personnes en fauteuil roulant ne peuvent emprunter que la ligne 14. Toutefois, les lignes réalisées par la SGP dans le cadre du Grand Paris Express sont intégralement accessibles. L'accessibilité des bus et des tramways est en général nettement meilleure. Ainsi, à titre d'exemple, pour la RATP, toutes les lignes de bus parisiens sont déclarées accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Concernant le réseau ferroviaire, 736 gares sur environ 3000 gares et haltes ont été classées prioritaires. Or, la réalité est loin du compte. Selon le rapport d'accessibilité de 2023 du réseau SNCF, seulement 482 sont accessibles. 20 ans après la loi de 2005, il est nécessaire de mener un bilan des avancées qui ont eu lieu depuis lors et de réaliser un retour d'expérience sur les obstacles rencontrés afin de tracer de nouvelles perspectives pour l'accessibilité des transports publics. Afin d'aborder l'ensemble de ces questions, nous recevons aujourd'hui Madame Nicole Merrill, conseiller national accessible de l'AFP France Handicap, Monsieur Pierre-Marie Micheli, président de la commission. Ah oui, qu'est-ce que j'ai dit? Nicolas, oui, c'est bien Nicolas, oui, tout à fait. Donc, Monsieur Nicolas Merrill, conseiller national accessibilité de l'AFP France Handicap, et Pierre-Marie Micheli, président de la commission d'accessibilité à la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles pour le collectif handicap. Monsieur Pierre Denisio, conseiller régional Île-de-France, délégué spécial à l'inclusion au handicap et à l'accessibilité, chargé du projet Métro pour tous et membre du conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité. Madame Marlène Dolvec, directrice générale de SNCF Gare et Connexion. Je salue également la présence de notre collègue Marie-Pierre Richer, présidente du groupe d'études handicap du Sénat. Avant toute chose, je souhaiterais entendre messieurs Merrill et Micheli afin qu'ils nous présentent le bilan des avancées réalisées depuis 20 ans en faveur de l'accessibilité des gares et des réseaux de transport public, tant concernant le transport du quotidien que le transport longue distance. Pour vous, quelles sont les avancées majeures qui ont été menées? Y a-t-il encore des insuffisances manifestes dans l'accessibilité des transports publics? Enfin, quelles devraient être, selon vous, les orientations prioritaires des politiques publiques en faveur de l'accessibilité des transports publics? Monsieur Denisio, pourriez-vous présenter la situation de l'accessibilité des transports publics franciliens? Quel bilan d'étape tiré de la réalisation des gares du Grand Paris Express? Pourriez-vous aussi revenir sur l'expérience des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en matière d'accessibilité des transports publics?
Par ailleurs, Valérie Pécresse a proposé de lancer fin août dernier le projet du métro pour tous. Ce projet s'annonce particulièrement long, environ 20 ans, et techniquement complexe. Comment la région Île-de-France pourra-t-elle relever ce défi ? Il aurait également un coût très élevé, estimé environ à 20 milliards d'euros, qui serait financé par la région Île-de-France, mais également par la ville de Paris et l'État. Pourriez-vous revenir sur le rôle respectif des différents financeurs? Plus généralement, pourriez-vous indiquer comment la mise en accessibilité des transports publics est-elle financée? Madame Delvecq, SNCF Gares et Connexions est chargée d'assurer l'accessibilité des gares françaises. Pourriez-vous présenter le rôle que vous jouez en lien avec l'État et les autorités organisatrices? Quelles sont les actions que vous menez en matière de travaux de mise en accessibilité des quais et des bâtiments voyageurs et d'accompagnement des voyageurs en situation de handicap? En particulier, pourriez-vous revenir sur la mise en œuvre du service d'assistance voyageurs handicapés? En outre, l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire vous amène à travailler avec des compagnies ferroviaires différentes afin d'assurer le parcours global des personnes en situation de handicap sans rupture de prise en charge. Comment travaillez-vous avec l'ensemble des acteurs concernés afin d'améliorer ce parcours? Je vais donner la parole à messieurs Merville et Micheli. Merci Monsieur le Président. Bonjour à tous. Donc il faut d'abord savoir que le collectif handicap est une organisation qui regroupe 54 associations nationales, quel que soit le type de déficience, que ce soit visuel, auditif, motrice, cognitif, psychique. Et donc nous sommes là pour défendre les droits des personnes en situation de handicap, quelle que soit la déficience. Alors le bilan, évidemment, en termes de liberté d'aller et venir, il est loin d'être satisfaisant. Pour résumer, on en est à 3 lois inappliquées en l'espace de 50 ans. 1975, 2005 et ordonnance de 2014. Il faut savoir que la France a fait l'objet de 2 condamnations internationales. D'une part vis-à-vis de l'ONU, puisque la France a ratifié la Convention internationale des droits des personnes en situation de handicap, que l'ONU a fait un rapport avec une phrase qui résume tout. En France, les personnes handicapées sont perçues comme des objets de soins et non comme des sujets de droit. Je pense que la phrase résume à peu près tout. Et seconde condamnation internationale, suite à une saisine de 4 associations du Conseil de l'Europe qui a condamné la France à l'unanimité pour violation de la Charte des droits fondamentaux, notamment en termes d'accessibilité. Puisque aujourd'hui, certes, il y a eu des progrès qui ont été faits, mais on est très très loin d'avoir le choix de son mode de transport. Donc il faut absolument tout programmer, tout anticiper au quotidien. Donc on n'a le droit à aucune spontanéité. Donc il faut absolument tout programmer, tout prévisualiser. Et donc chaque écueil peut constituer un grain de sable. Par exemple, il y a une belle avancée avec la SNCF, puisque désormais, auparavant, il fallait 48 heures, réserver 48 heures à l'avance son train, c'est passé à 24 heures. Et on nous demande, ce qu'on peut comprendre, d'arriver une demi-heure avant le départ du train. Mais si on arrive en taxi, qu'on est pris dans les bouchons, et si on arrive 25 minutes avant, du coup, la SNCF n'est pas dans l'obligation de nous acheminer au train. Donc, d'une part, pour résumer, la loi n'est pas appliquée, mais en plus, la réglementation est très très loin de couvrir tous les besoins des personnes, notamment en termes de qualité d'usage. Et donc, au quotidien, on a constamment affaire à des discontinuités, des ruptures dans la chaîne de déplacement. Il faut savoir qu'il y a eu un grave recul d'un point de vue législatif avec l'ordonnance de 2014, puisque la philosophie de la loi du 11 février 2005, c'était de faire 100% des points d'arrêt, sauf cas d'impossibilité technique avérée. Donc la logique, c'était on fait 100%, sauf cas d'impossibilité technique avérée. Or, l'ordonnance de 2014 a légalisé une discrimination, puisque désormais, seuls les points d'arrêt considérés fallacieusement, entre parenthèses, selon les termes de la loi, comme prioritaires, selon des critères définis par la loi. Or, quand on regarde les critères, il n'y a plus que 30 à 40% des points d'arrêt qui ont l'obligation juridique d'être accessibles. Donc, quelle personne valide accepterait de ne voyager que sur 30 à 40% d'un réseau de transport? Donc,
seuls 30 à 40% ont l'obligation juridique d'être accessibles. Et bien évidemment, vous vous doutez bien qu'on est loin de réussir effectivement à ce que ces 30 à 40% déjà soient accessibles. Donc on a des grandes problématiques, même si en termes, je parle globalement, le matériel roulant, ça c'est une satisfaction. Avec la flotte des équipements, le changement, ça s'est amélioré, même s'il reste encore pas mal de points de choses à améliorer. Mais pour vous donner, on a un gros problème sur la formation, notamment, des personnels en contact avec le public. Je vais vous donner un exemple concret. C'est un de mes vice-présidents qui a réservé un billet sur Internet pour une liaison par autocar. Il vérifie sur Internet, il téléphone, oui, l'autocar est bien accessible. Il arrive sur place et le chauffeur lui dit je suis désolé, je ne peux pas vous prendre parce que je n'ai pas été formé à l'utilisation de la plateforme élévatrice. Donc on a affaire, du coup, constamment à des ruptures dans la continuité de la chaîne de déplacement. Pierre-Marie. Bonjour à tous. Moi, c'est peut-être en fait les questions d'intermodalité aussi qui posent problème, en tout cas pour les personnes déficientes visuelles, ça veut dire qu'on a des aménagements qui sont mis en place pour certains types de transports. Donc on va arriver dans une gare, on va avoir des bandes de guidage et balises sonores qui vont nous indiquer où aller, sauf que derrière, quand on arrive sur la partie métro, RER, on va pas avoir des fois de continuité en fait de cheminement. L'intermodalité, ça va être un problème qui va être récurrent avec ces différences aussi de transporteurs qu'on retrouve très souvent. Et là-dessus, pour la déficience visuelle, c'est un gros problème. Il y a aussi, moi on me dit 100% des arrêts de bus accessibles. Non, c'est 100% réglementaire. En fait, on s'est reposé beaucoup sur la réglementation et on a oublié aussi un petit peu, je trouve, le retour usager en fait derrière. Pour une personne déficiente visuelle, un arrêt de bus accessible, moi, en tout cas, ça m'apporte pas grand-chose de plus à part de même niveau pour monter dans le bus. Mais localiser un arrêt de bus quand vous êtes non-voyant, c'est hyper compliqué. Pour ça, on a des barres d'information voyageurs qui sont maintenant sonorisées, mais on a un chiffre qui reste bas et qui n'est pas augmenté là-dessus, puisque on a ces histoires aussi d'arrêts prioritaires. Là, bornes d'interception qui sont en cours de normalisation ne sera pas, en tout cas pour l'instant, pris obligatoirement sur un arrêt de bus, entre guillemets, accessible. Ce que je veux dire, en fait, c'est que dans la réglementation, on est resté assez porté sur des choses qui sont quantifiables, c'est-à-dire telle hauteur, telle largeur. On est peu rentré quand même dans le handicap sensoriel et dans les autres handicaps que la personne en fauteuil roulant. Voilà. Donc je pense qu'il y a aussi des questions en fait à se poser là-dessus. Et voilà, en tout cas, pour les personnes déficientes visuelles, c'est un problème qu'on rencontre très souvent. Voilà pour les... Merci. Je vais donner la parole à Monsieur Denisio. Merci Monsieur le Président. Je remercie la Commission pour son invitation. Les transports en commun en Île-de-France, de la responsabilité du Conseil régional et d'Île-de-France Mobilité, sont un sujet particulièrement important pour nous, dans le sens où toutes les politiques publiques qui peuvent être engagées par les communes, par les départements, par les régions en matière de handicap, que ce soit l'insertion professionnelle, l'accès à l'école, au stage, l'accès au sport, au loisir, à la culture, elles dépendent de mobilités qui soient accessibles. Donc c'est vraiment le pivot sur lequel il faut s'appuyer pour mener n'importe quelle politique de handicap au niveau public. Et donc, élu fin 2015 à la région, nous avons trouvé un état de l'investissement du Conseil régional d'Île-de-France et d'Île-de-France Mobilité qui n'était pas à la hauteur des enjeux d'accessibilité. Le fameux retard dont on parle sur l'accessibilité des transports franciliens, il date de très longtemps. Pour tout vous dire, en 2015, la région investissait 10 millions d'euros par an pour l'accessibilité des transports en commun. Pour vous donner un ordre d'idée, avec 10 millions d'euros, on ne met même pas en accessibilité une gare de RER. La moyenne, c'est plus 12-13 millions d'euros. Donc on a commencé par multiplier par 5 ce niveau et puis demander des efforts plus importants à Île-de-France Mobilité en matière d'investissement. Tout cela avec un plan assez clair, le schéma directeur d'accessibilité
pour rendre les transports en commun plus accessibles en Ile-de-France, 2016-2024. Nous n'avions pas encore obtenu l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques, mais on s'est déjà lancé dans ce programme ambitieux de près de 2 milliards d'euros pour hausser le niveau d'accessibilité des transports en commun. Heureusement, nous avons obtenu les Jeux Olympiques de Paris 2024. Je dis heureusement parce que cela nous a permis de tenir le calendrier fixé, malgré les différentes crises internationales qui ont pu impacter la France, malgré l'inflation ferroviaire, malgré la crise du Covid. Il y a un calendrier qui a pu être globalement respecté, et ce qui fait que les Jeux Olympiques et Paralympiques se sont bien passés en matière de transport, parce que toutes les équipes se sont mobilisées, Île-de-France Mobilité et ses partenaires. Alors concrètement, ça donne quoi? Puisque c'était aussi la question du président. Actuellement, on a 540 lignes de bus accessibles en Île-de-France, la totalité dans Paris Intramuros, avec des équipements et du matériel roulant accessible, des chauffeurs mieux formés, même si on peut encore avoir des chauffeurs réticents, des chauffeurs globalement mieux formés à l'utilisation de ces équipements, et avec une cible à terme de 870 lignes de bus accessibles sur Petite et Grande Couronne. Sur les gares, alors là un effort considérable a été fait, c'est le gros des 2 milliards d'euros. Les arrêts de bus, c'est 137 millions d'euros. Pour vous donner un ordre d'idée, là, en milliards d'euros, on a pu arriver à 268 gares accessibles, qui avaient été définies de par leur importance stratégique, non seulement parce qu'elles desservaient des sites olympiques et paralympiques, mais aussi parce qu'elles avaient une masse critique de montants chaque jour. Donc nous sommes à 268 gares accessibles, alors que nous nous étions fixés 280 gares. Donc on a presque atteint l'objectif. Cet objectif, on est en train de l'atteindre. Ce qui veut dire très concrètement que 93% du flux voyageurs passe par des gares accessibles. Donc ce schéma directeur d'accessibilité qui s'arrête en 2024 a vocation à continuer. On a encore des gares à traiter, des gares qui sont de moindre importance, des gares peut-être plus compliquées au niveau technique, mais on va pouvoir continuer de les traiter. Nous avons également les tramways, 100% accessibles. Ce qui veut dire sur cette période 2016-2024, en 8 ans, que nous avons multiplié par 5 l'accessibilité du réseau de transport en commun en Île-de-France. Ce qui nous met dans les chiffres largement au niveau de Londres. On nous a beaucoup comparé à Londres dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques. Londres avait peut-être été plus malin dans sa communication. Il n'empêche que pour les Jeux, nous avions rattrapé une grande partie de notre retard. Et nous sommes désormais au niveau de Londres. Alors il nous reste du travail. Il nous reste du travail parce qu'il n'y a pas que 268 gares en Île-de-France. Nous devons continuer, je vous l'ai expliqué. Nous avons à progresser sur le réseau de métro historique. Nous étions à 14 lignes accessibles. Avec le jeu des prolongements, nous sommes arrivés à 29. Et puis nous aurons à l'horizon 2030 68 gares en plus du Grand Paris Express qui vont pouvoir également transformer complètement le quotidien des Franciliens en situation de handicap, mais aussi des Français qui viendront et des touristes, puisque le tourisme est un enjeu important également dans l'accessibilité des transports. Et puis on a le réseau historique. Alors vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, le projet du métro pour tous, il a été ressorti opportunément par la présidente de région et elle l'assume le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Enfin, il n'empêche que ce n'est pas une histoire que l'on a sorti des tiroirs d'un coup. Nous l'avions déjà proposé dès 2020. Au préfet de région qui était alors M. Cadeau, M. Djebari qui était ministre des Transports, à Mme Cluzel qui était en charge, secrétaire d'État au handicap, avec une idée simple. On ne pourra pas mettre 100% du réseau de métro accessible, mais on doit sortir du dogme. C'est impossible et c'est trop cher. Et on doit avancer sur cette accessibilité. Aucune association représentant les personnes en situation de handicap ne demande un métro 100% accessible. Mais le laisser en l'état, ce n'est pas acceptable. D'une part, de manière symbolique, et d'autre part, concrètement au quotidien, on doit pouvoir avancer. Il y a des stations qui peuvent être mises en accessibilité. Alors on a ressorti ce projet qui, cette fois-ci, a eu un peu plus de succès, avec une clé de répartition assez simple, qui est 1/3 de financement de la part de la région et d'Île-de-France Mobilité, 1/3 de financement de l'État, et 1/3 de Paris, mais pas seulement Paris.
j'entends les communes concernées par le métro, par le réseau de métro historique, hein, Boulogne-Billancourt, Vincennes et les villes de Petite Couronne concernées. Pourquoi cette clé de répartition? Parce que dans le cadre des CPER, des contrats de plan État-région, c'est en général la clé de répartition. Vous avez 35% en région, 35% État et le reste à la charge des collectivités qui peuvent financer, d'autant plus qu'elles souhaitent l'aboutissement de ces gros projets d'infrastructure et de transport. Donc on a tendu la main à la mairie de Paris et aux communes concernées pour un plan ambitieux qui est un plan de 20 milliards d'euros sur une vingtaine d'années. Vous le soulignez, Monsieur le Président, c'est conséquent, mais voilà, il faut avancer. Ce qui est certain, c'est que nous souhaitons commencer par la ligne 6. Nous avons des études qui sont d'ores et déjà prêtes. On doit les compléter par des études plus techniques et plus fines. Mais commencer par la ligne 6, qui est non pas la plus simple, mais en tout cas la moins compliquée à mettre en accessibilité, parce qu'en partie aérienne, mais pour en faire un laboratoire pour les autres lignes, de ce qui est envisageable, de ce qui n'est pas envisageable. Développer une méthode en concertation avec nos partenaires et les associations représentatives, pour ensuite définir une stratégie sur l'ensemble du réseau. Un réseau à 50% accessible, ce sera déjà beaucoup mieux que le réseau actuel. L'essentiel étant de savoir où est-ce que l'on peut descendre et où est-ce que l'on peut remonter en sécurité, en autonomie. C'est tous les enjeux du métro pour tous. La mairie de Paris a évolué dans sa doctrine. Elle y était particulièrement fermée initialement. Elle est plus ouverte. On attend également un signe de l'État. Malheureusement, l'instabilité a fait que l'État ne s'est pas encore positionné clairement sur le sujet. J'espère qu'on aura un ministre des Transports plus stable qui pourra avancer sur les questions de métro pour tous. Avec différents sujets, un sujet qui concerne l'État sur les normes, puisqu'il y aura à faire évoluer vraisemblablement les normes sur les questions de sécurité et d'évacuation du métro. Mais également sur la question du financement. Île-de-France Mobilité et la région ne peuvent porter un tel projet. On est dans le cadre d'un chantier du siècle qui est largement comparable à celui du Grand Paris Express. Et seule la région, avec les moyens dont elle dispose, ne pourra pas aller très loin si l'on n'a pas l'aide de l'État et des communes concernées. Alors ensuite, sur les modalités de financement, on exclut a priori une augmentation de la contribution des passagers à cette mise en accessibilité, parce que la charge qui est déjà demandée aux usagers est importante et sert à l'entretien du réseau et au développement de services et de lignes nouvelles. Mais voilà, la discussion est tout à fait libre. Voilà, est-ce qu'il faut flécher les amendes pour mauvais stationnement sur les places PMR vers ce type de sujet? Est-ce qu'il faut faire contribuer des réserves d'argent de collecteurs type AGFIP sur ce sujet? Voilà, c'est des discussions à ouvrir. C'est peut-être au législateur aussi de s'emparer de ces questions de financement. Et au-delà des difficultés techniques et des questions de financement qui se posent, il y a aussi la question de l'acceptabilité de la part des usagers, où il va falloir travailler main dans la main avec les usagers, leur faire comprendre l'intérêt de tels travaux, parce que ça veut dire des stations fermées, ça veut dire un service possiblement dégradé. On a vu pendant les Jeux que fermer une station pendant 3 mois a relevé de l'affaire d'État. On sera dans une autre ampleur de services impactés lorsqu'on s'attaquera au métro historique. Néanmoins, ça sera à la puissance publique d'expliquer que rendre le réseau accessible ne sera pas uniquement au profit des personnes en situation de handicap, mais je pense aussi aux familles, aux personnes mal marchandes, à une population qui est vieillissante, avec un pourcentage de personnes de plus de 65 ans qui sera beaucoup plus important à l'horizon 2020. Et donc des enjeux qui sont finalement sociétaux et qui permettraient cette acceptabilité, de rendre plus acceptables en tout cas les travaux que nous envisageons. Voilà, Monsieur le Président. Merci pour vos propos. Je donne la parole à Madame Dolbeck. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le délégué spécial à l'inclusion au handicap et à l'accessibilité, Monsieur Pierre Denisio, Messieurs Méry et Micheli. Je vous remercie de cette invitation aujourd'hui au Sénat pour dresser le bilan des avancées
dans ce domaine qui nous mobilise tous, la mise en accessibilité de nos infrastructures de transport et évidemment, en ce qui me concerne, les infrastructures ferroviaires. L'année 2025 marque, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, un anniversaire qui est absolument symbolique, les 20 ans de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette loi qui a été votée en 2005 est pionnière dans son ambition et elle a profondément transformé notre société en plaçant l'inclusion au cœur de l'action publique. Et désormais, cette politique du handicap, dont vous avez parlé, messieurs, permet de garantir à chacun, doit permettre de garantir à chacun les mêmes droits et les mêmes opportunités. Et dans cette intention, l'article 45 a posé un principe fondamental, celui de permettre à toutes les personnes handicapées ou à mobilité réduite, qu'il s'agisse de handicap moteur, sensoriel, cognitif ou psychique, et c'était important tout à l'heure de vous entendre dire effectivement qu'il fallait englober tous les handicaps et de rendre le parcours possible sur l'ensemble de la chaîne de déplacement, selon là les termes qui sont utilisés par le texte. À cet égard, la SNCF, en tant que gestionnaire d'infrastructures de transport public, est concernée par cette exigence. Cette mise en accessibilité, nous la réalisons aux côtés de l'État et des régions, qui sont les partenaires essentiels dans la conduite d'un plan dont l'investissement s'élève à 3,5 milliards d'euros. Et sur ce montant, près de 2 milliards concernent la seule région Île-de-France. Et Monsieur Denisio, votre présence témoigne de votre engagement. C'est le premier poste d'investissement pour la société que je dirige, SNCF Gares et Connexions. Comme vous le savez, en France, il y a près de 3000 gares, dont la fréquentation, la configuration et la localisation sont très hétérogènes. Elles sont très différentes, nos gares, et elles ont été construites majoritairement au siècle dernier et absolument pas conçues avec des exigences d'accessibilité, absolument pas conçues de la sorte. Si on regarde la gare d'Austerlitz, moitié du 19e siècle, pas d'ascenseur, pas d'escalier mécanique, pas de quai qui soit accessible, pas de bornes sonores, tout ça n'existait pas. Et donc, vous l'avez compris, pour nous, c'était un défi absolument colossal dont il a fallu définir les priorités. Et c'est dans ce cadre qu'on répond dans le cadre des schémas directeurs d'accessibilité qui ont été élaborés. Ce sont des documents absolument stratégiques qui définissent les points d'arrêt voyageurs les plus importants, en tout cas ceux où il y a le plus de flux et qui ont été déterminés pour qu'on les mette en accessibilité le plus rapidement possible. Ces programmes, vous l'avez dit, ont défini 736 points d'arrêt répartis dans 3 cadres distincts. D'abord, le schéma directeur national d'accessibilité, le SDNA, élaboré par l'État et ses partenaires. C'est 159 gares nationales, dont les grandes gares parisiennes. Et là, le financement, c'est l'État, SNCF Gares et Connexions, les régions et certains fonds européens. Nous avons aussi les schémas directeurs régionaux d'accessibilité qui sont là définis par les régions. C'est 368 gares. Et là, le financement est assuré par les régions, l'État et SNCF Gares et Connexions. Et enfin, le schéma directeur d'accessibilité Île-de-France, piloté par Île-de-France Mobilité. Là, c'est 209 gares et le financement est assuré par Île-de-France Mobilité, la région Île-de-France et SNCF Gares et Connexions. La réalisation de ce schéma incombe depuis 5 ans à SNCF Gares et Connexions, société nouvellement créée en 2020. C'était auparavant SNCF Réseau qui était en charge de cette mise en accessibilité. Donc nous avons mis en place un pôle dédié, toute une structuration pour avoir les opérations les plus efficaces possibles et toujours en lien avec SNCF Réseau. Dans notre fonctionnement, on a vraiment voulu penser le parcours voyageur de A à Z afin que nos clients puissent cheminer du parvis de la gare jusqu'au quai dans le bâtiment voyageur et le plus facilement possible et le plus directement possible. Une gare, on l'imagine tous, on en a tous une en tête, elle a des multiples espaces, elle a beaucoup de voyageurs qui passent et il a fallu à la fois travailler sur les aménagements intérieurs à adapter au PSH-PMR, des éclairages à mettre aux normes, de la signalétique voyageur, des bandes de guidage, des balises sonores, des guichets à adapter.
Et ce sont surtout des infrastructures à rénover, à reconstruire, des quais à reprendre complètement, des passerelles à créer pour passer sur les voies, des passages souterrains à équiper d'ascenseurs pour permettre le franchissement des voies. Et peut-être pour illustrer, M. Denisio pourra partager l'expérience, je peux vous évoquer un chantier dont je suis absolument fière, le plus grand chantier de mise en accessibilité en France, c'est la gare de Saint-Denis. C'est 4 ans de travaux, 1000 nuits de travaux intensifs, 63 week-ends coup de poing, plus de 100 personnes mobilisées, 160 millions d'euros pour réaliser ce chantier qui était absolument colossal. Et ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que ces chantiers, on ne peut les faire que la nuit ou certains week-ends, puisqu'il faut couper la circulation pour les passagers. Et évidemment, ce n'est pas évident, on parlait d'Île-de-France là, de se dire qu'on va couper des circulations pour ceux qui utilisent les transports au quotidien pour aller, si on parle d'Île-de-France par exemple, travailler. Aujourd'hui, à l'heure du point d'étape, je peux vous annoncer, les chiffres sont un peu différents que dans le propos préalable de notre président, parce que mis à jour à l'aune de la fin d'année 2024, sur le périmètre des bâtiments voyageurs, c'est 91% du programme de mise en accessibilité qui a été traité, soit 673 gares sur 736. Sur le périmètre des quais, c'est 14% qui a été traité, soit 556 gares sur 736. Ces résultats prouvent que notre plan s'est efficacement déployé. En 2020, c'était seulement 338 gares du programme qui étaient réalisées. On a doublé le nombre de gares en 5 ans mises en accessibilité. Donc je remercie d'ailleurs au passage les équipes de SNCF Gare et Connexion qui ont énormément travaillé. Et je le dis parce qu'il y a eu un travail exceptionnel fait à l'occasion des Jeux Olympiques de la Coupe du Monde de rugby, puisqu'on avait pris des engagements extrêmement forts. Et on peut se dire aujourd'hui que 100% des gares qui étaient JO partout en France ont été rendus accessibles pour les Jeux Olympiques. En Île-de-France, ça a permis de porter à 230 le nombre de gares accessibles. Aujourd'hui, si on regarde les passagers d'Île-de-France, 9 sur 10 passent dans une gare accessible. Et hors Île-de-France, près de 14 gares ont été concernées par le dispositif JO ou Coupe du Monde de rugby. Je pense par exemple à la gare de Châteauroux, pour laquelle un budget de 5 millions d'euros a été mobilisé pour rehausser les quais. Donc en 2023, en 2024, pour remettre à jour les chiffres, 60 gares par an ont été rendues accessibles. C'est un record. C'est un défi que nous avons relevé en 2023 et en 2024, preuve de l'engagement qui a été le nôtre. L'accessibilité, on l'a vu sous le couvert de l'infrastructure, mais ce sont aussi des services. Et là, je pense à l'ensemble des services qui sont mis en place. La réservation d'assistance par la plateforme unique Assistant Gare, qui est gérée là aussi par SNCF Gare et Connexion. Très concrètement, une personne ayant besoin d'une assistante en gare peut la solliciter jusqu'à 24 heures avant le départ. C'est une avancée. C'était 48 heures avant, on se l'est dit tout à l'heure. Évidemment, c'est 24 heures quand même, et c'est une grosse différence avec ceux qui sont mobiles, qui peuvent décider de réserver un billet de train 1 heure avant parce qu'ils ont un rendez-vous quelque part. Et c'est vrai qu'on a conscience de ça, je vous ai entendu tout à l'heure, et on a évidemment conscience. Mais néanmoins, de 48 heures, nous sommes passés à 24 heures. Cette plateforme a été créée il y a 1 an en application de l'article 28 de la LOM. Assistant Gare est le point d'entrée donc unique de réservation des prestations d'assistance pour les voyageurs PSH, PMR. Et vous me posiez la question, Monsieur le Président, c'est le cas pour toutes les compagnies ferroviaires, quelles qu'elles soient, de l'opérateur historique et des entreprises ferroviaires de l'opérateur historique, mais également la Renfe, Trenitalia et tous ceux qui arriveront sur le marché du ferroviaire. En 2024, on a réalisé près de 1 million de prises en charge, ce qui représente une croissance de 17,3
5%, ce qui aussi a été lié évidemment au dispositif très particulier des Jeux olympiques et paralympiques. Donc vous l'aurez compris, un long chemin a été parcouru depuis 2020. Nous avons un bilan et nous avons beaucoup fait pour permettre l'égalité d'accès à la gare. Néanmoins, on a vécu des crises majeures, vous l'avez souligné tout à l'heure, la pandémie de Covid qui nous a un peu arrêtés, confinements successifs, restrictions de déplacement, désorganisation sur toute l'année 2020 du secteur du BTP, et puis la guerre en Ukraine, flambée des prix des matières premières, raréfaction, souvenez-vous, d'un certain nombre de matériaux stratégiques, retard à cette époque dans les chaînes logistiques internationales et ces crises successives au caractère évidemment exceptionnels, imprévisibles, ont affecté les délais de réalisation et certains projets ont malheureusement été replanifiés. D'ailleurs, lors de la 6e convention nationale sur le handicap le 26 avril 2023, le président de la République a fixé un nouveau cap en décalant la totalité, la date de mise en service de nos gares. La poursuite, globalement d'ailleurs, la totalité des travaux de mise en accessibilité au-delà des gares. La poursuite du programme est donc un axe prioritaire de notre feuille de route 2025 et notre plan stratégique plus globalement. À la fin de l'année 2025, nous estimons que 80% de l'ensemble du programme sera réalisé. Évidemment, tout cela est quand même lié au financement, à la sécurisation des financements, qui est une condition essentielle à la poursuite du programme. C'est essentiel qu'on ait les financements. Ça a été notamment l'objet d'un rapport du COI qui a souligné les capacités contraintes de nos partenaires en matière de financement. Donc, avant de conclure, je tiens à souligner que tout cela ne peut être mené à bien qu'avec un dialogue régulier avec les associations et nous y tenons. C'est pour cela que dans le cadre d'un protocole de concertation mis en place depuis 2006, sont menées 1 à 2 fois par an avec SNCF Réseau des réunions de concertation, d'échange avec les associations. D'ailleurs, il y en a une qui aura lieu en mars 2025. Eh bien, pour conclure, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Messieurs Méry, Micheli, Monsieur Denisio, Madame, j'espère vous avoir, à travers ce propos liminaire, malgré les défis que nous rencontrons, montré l'engagement qui était le nôtre et qui demeure ferme à toute épreuve. C'est absolument indispensable pour nous et fondamental de garantir à chacun l'accès des infrastructures ferroviaires inclusives et adaptées. Et je suis intimement convaincue que la mobilité ne doit pas être un privilège, mais est un droit fondamental. Nos gares, on l'a dit, font partie d'un héritage national. Ce ne sont pas seulement des lieux de passage, et elles doivent être à la hauteur des engagements de la société. Et on doit favoriser au maximum de ce que l'on peut faire l'autonomie de tous nos clients, de tous nos usagers, quelle que soit leur situation. Je vous remercie de l'attention, évidemment, à votre disposition pour l'ensemble des questions, Monsieur le Président. Merci à vous. Je vais maintenant donner la parole à mes collègues. La parole est à Guillaume Chevrollier. Merci Monsieur le Président, merci aux intervenants de cette table ronde sur l'accessibilité des transports publics, 20 ans après la loi portée par le président Jacques Chirac sur l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées. Vous l'avez dit, des progrès notables ont été accomplis pour améliorer les réseaux de transport en France, les bus, les tramways notamment. Mais vous l'avez dit également, beaucoup reste à faire et j'ai quelques chiffres. Alors, j'avais des chiffres de 2023 sur les 736 gares SNCF jugées prioritaires. Seul en 2023, 482 étaient accessibles, mais Madame, vous nous avez indiqué qu'on était arrivé à 566 avec les chiffres récents que vous avez. Mais selon une étude du CEREMA en 2022, il restait toujours 75% des arrêts routiers interurbains qui restaient aménagés. Et en 2023, les discriminations envers les personnes handicapées représentant encore 21% des saisines adressées aux défenseurs des droits, un chiffre qui demeure la première cause pour la 7e année consécutive.
Et étant issu d'un département rural, dans cette table ronde, vous avez beaucoup parlé de l'Île-de-France. Je pense qu'il est important de parler des problèmes aussi d'accessibilité au transport d'une façon générale et au transport public, notamment dans les territoires ruraux, et veiller à ce qu'il y ait cette équité territoriale pour nos concitoyens et garantir une liberté de circulation pour les personnes handicapées des territoires ruraux. Et également anticiper le vieillissement de la population, parce qu'il y a aussi toute l'accessibilité des seniors dans un pays où les plus de 85 ans devraient représenter une augmentation significative dans les prochaines années, ce qui va inclure la nécessité d'aménagement des gares, de nos arrêts de bus avec des rampes d'accès, des espaces dédiés pour des fauteuils roulants ou tout autre handicap. Donc j'aurais une question un peu plus précise pour la directrice de la SNCF Gare et Connexions, qui nous a développé le plan d'action. Et moi, est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions sur les progrès que vous avez opérés? Ça, vous l'avez évoqué, mais à quelle échéance vous pensez que vous aurez couvert l'ensemble de votre réseau, à la fois les gares d'Île-de-France, mais aussi les gares secondaires et dans la ruralité à 100% accessibles dans le territoire pour les personnes handicapées, et également, encore une fois, pour tenir compte du vieillissement de la population. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je vais donner la parole à Stéphane Demilly. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, aujourd'hui, il y a 12 millions de Français qui sont en situation de handicap, et de nombreux lieux publics ne leur sont toujours pas accessibles malgré la loi de février de 2005. Est-il utile de rappeler que la mobilité est un droit dont dépend l'exercice d'autres droits fondamentaux? Je pense bien sûr au droit au travail, au droit au logement, au droit à la santé, au droit à l'éducation, à la libre association, etc. Et donc nous sommes bien sûr toutes et tous concernés par ce manque d'accessibilité. Ce doit être une priorité nationale. Et donc merci Madame la directrice pour vos propos. Au niveau national, alors les chiffres varient entre 500 gares et 700 gares qui restent donc à mener. En tout cas, c'est un chiffre important, et vous avez qualifié ce chantier, Madame Dolbeck, de colossal. Et dans ma région, la région des Hauts-de-France, à ce jour, 20 gares régionales et 6 gares nationales ont fait l'objet d'une intervention de mise en accessibilité. C'est bien, mais sur une centaine de gares, vous l'avez bien compris, c'est trop peu. Et donc je voudrais rejoindre la question qui a été posée par mon collègue Guillaume Chevrollier. Est-ce qu'il y a un calendrier précis de mise en accessibilité des gares en France, et spécifiquement en ce qui me concerne pour les Hauts-de-France? Et si oui, ce calendrier est-il public? Merci beaucoup. Merci. Je vais donner la parole à Olivier Jacquin. Merci, Président. Une petite interrogation sur cette intéressante table ronde et peut-être l'absence de la RATP, opérateur historique du métro. Monsieur Denisio a évoqué les difficultés particulières à cet endroit-là. Donc j'ai une question à la fois pour le métro et pour SNCF. À quel terme final prévoyez-vous de rendre l'intégralité du réseau accessible à toutes les formes de handicap? Je dis bien toutes les formes de handicap. On vient d'avoir des témoignages assez intéressants sur l'exemple qui a été pris de l'accessibilité des axes de transport en bus, où l'accessibilité pour un malvoyant n'est pas forcément établie dès lors que les seuils sont supprimés. Donc même question pour la SNCF, mais les questions viennent d'être reposées à Madame Dolbeck sur le terme final. À quelle échéance envisagez-vous d'aboutir à cette mise en accessibilité totale? Et une autre question pour SNCF, mais peut-être que vous n'êtes pas la bonne interlocutrice. Lorsqu'on parle d'accessibilité, il y a l'accessibilité à tous les handicaps. Je voudrais étendre la notion d'accessibilité à l'accessibilité sociale, et je pense à la tarification du yield management, qui est l'inverse d'une tarification solidaire. Prévoyez-vous de revenir sur certaines formes de tarification solidaire, facilité maintenant considérablement avec la billettique numérique?
Merci, chers collègues. Je vais donner la parole à Hervé Gillet. Vous évoquez, Madame la Directrice, justement les schémas directeurs d'accessibilité. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu plus, notamment de leur inscription donc, au niveau des SRADET, et de voir surtout de quelle manière ils sont déclinés, puisqu'il y a souvent des problèmes pour organiser d'une manière complémentée l'intermodalité, pour qu'on arrive à l'échelle des PLUI et des PLU, et que la question de l'accessibilité se décline en subsidiarité dans l'ensemble des territoires. C'est à un moment donné la qualité à la fois des rabattements, des accès, des parkings, etc. Mais il faut bien qu'on ait une déclinaison opérationnelle entre le niveau national, régional et puis ensuite les territoires aussi en termes d'accessibilité. Donc est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces schémas de mobilité pour savoir de quelle manière effectivement ils sont déclinés? Quand on s'interroge sur l'accessibilité, c'est toujours intéressant de s'interroger sur le renoncement. C'est-à-dire le nombre d'usagers qui se sentent dans une position obligée de renoncer à utiliser les transports. Alors bien sûr, il y a tout ce qui a été évoqué sur l'accessibilité matérielle, les travaux, etc. Mais il y a un élément qui apparaît d'une manière peut-être insuffisante, c'est l'information, la communication et l'accompagnement dans un milieu de plus en plus complexe. Non seulement ces milieux sont complexes, mais ils sont souvent assez stressants d'ailleurs. Et on s'aperçoit qu'on a des publics qui renoncent parce qu'ils ont simplement peur. Ils ont le sentiment de ne pas avoir la capacité de pouvoir se déplacer, trouver la bonne information et prendre le train, par exemple, dans des gares qui sont parfois immenses. Ça devient de plus en plus compliqué. Et donc la question de l'information, de la communication et de l'accompagnement devient de plus en plus importante, notamment sur les publics âgés, qui peuvent cumuler un certain nombre de déficiences et qui renoncent à un moment donné à utiliser notamment le train, mais pas exclusivement, parce qu'ils ont l'impression d'être dans un environnement beaucoup trop complexe. Donc je voulais souligner ce sujet qui me semble monter en puissance et qui me semble insuffisamment traité. Merci. Merci. J'ai encore un certain nombre de demandes, donc je vais donner la parole à Pierre-Jean Rochette, et puis après, je proposerai à nos invités de répondre, et plus particulièrement à la directrice générale de SNCF Gare et Connexions. Merci, Président. Je voudrais revenir sur l'exemple de M. Merrill, parce que je crois qu'il y a profondément une accessibilité de la campagne, du monde rural, et une accessibilité du monde urbain. En réalité, je pense que la volonté de généralisation de cette loi de 2005, de favoriser et qui part bien entendu d'une bonne intention, personne ne remet ça en cause, mais ne fonctionne pas de partout, et l'exemple que vous avez pris, M. Merrill, en est l'illustration. Aujourd'hui, il y a une obligation à prendre en charge et à avoir une accessibilité totale sur bon nombre de lignes, y compris les lignes interurbaines. Et là, sur l'exemple que vous avez pris avec l'autocar, qui était, si j'ai bien compris, monsieur, une correspondance SNCF, nous montre que ça ne fonctionne pas. Et je pense que là-dessus, nous avons fait une erreur. Nous devrions, de mon point de vue, créer des conditions d'un service adapté et dédié qui permettrait une parfaite prise en charge, plutôt que de vouloir généraliser et se retrouver dans des situations telles que celles que vous avez évoquées, monsieur, où finalement on se retrouve avec un conducteur qui ne sait pas utiliser la plateforme, qui de surcroît va mettre le service en retard parce qu'il ne va pas savoir le faire. Donc on va perdre 15 minutes minimum. Ça pose aussi un autre problème, une autre question qui n'a jamais été évoquée, c'est que ça oblige le conducteur à quitter son poste de conduite, parfois avec l'autocar rempli. C'est quand même un sujet. Et de mon point de vue, en zone sur les lignes interurbaines en zone de campagne, ça ne fonctionne pas. Et on doit revenir là-dessus pour avoir un service adapté. De plus, vu qu'on parle des finances, beaucoup de finances publiques actuellement, il faut savoir que l'adaptation d'un autocar classique de type scolaire ou ligne de base aux demandes d'accessibilité coûte environ 20 000 € par véhicule. Quand on parle de l'annexe 11 et du lift,
le lift, l'ascenseur, la plateforme qui va sortir. On n'est pas du tout dans le monde de l'autobus. L'autobus, le véhicule se met à hauteur du quai et il n'y a aucune difficulté. L'autocar, c'est totalement différent. Ce qui veut dire que quand vous achetez 8 véhicules de type autocar scolaire ou ligne de base, vous en avez un qui pourra être financé en plus juste sur des équipements dédiés à l'accessibilité qui seront probablement au cours de leur vie jamais utilisés. Pour les raisons qui ont été évoquées, parce qu'on l'a généralisé, mais parfois finalement les quais ne sont pas existants. Donc il n'y a pas de possibilité de l'utiliser, ou alors les conducteurs ne sont pas formés, et au-delà de ça, avec la pénurie de conducteurs dans les compagnies d'autocars, on n'arrive pas à former suffisamment, notamment tous les temps partiels qui effectuent des services de transport scolaire ou complémentaires. Alors ma question, c'est celle-là, Monsieur Merrill. Pensez-vous que nous ne devrions pas revenir sur cette volonté de, finalement, dans les zones où ce n'est pas adapté, de généraliser, pour avoir plutôt une prise en charge adaptée, très flexible, mais qui permettrait justement d'éviter la situation que vous avez présentée. Merci. Merci. Donc, je vais proposer à nos invités de répondre aux questions. Madame Dolvec. Bien, merci, merci le Président. Sur la question de la fin du programme, la situation est assez diverse en fonction des régions. Et donc nous avons avec chacune d'entre elles aujourd'hui, puisque vous avez raison de le souligner, l'accessibilité c'est bien national et ça touche bien tous les territoires de France. Et nous avons donc cet échange avec chacune des régions dont le bilan n'est pas exactement le même aujourd'hui. Et nous regardons à la fois en matière de financement à venir et de reste à faire, comment nous organiser. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on aura 80% des gares accessibles à fin 2025. Vous allez me dire c'est 80%, il en reste donc 20%. Sur celle-là, j'ai ambition d'avoir très largement avancé à la fin 2027. Maintenant, à vous dire qu'il n'en restera pas quelques-unes pour des raisons parfois qui sont presque pas toujours dépendantes de notre volonté, des vrais sujets techniques, des complexités un peu particulières que l'on a eues. Il y en aura certainement quelques-unes après, mais je le redis encore une fois, on a doublé en 5 ans le nombre de gares accessibles françaises et voilà, le bilan, même si ce n'est pas suffisant, a montré un engagement important de l'entreprise et des financeurs. Il y a une question sur la billettique solidaire. Alors je ne sais pas ce que les opérateurs de transport font en matière de billettique, que ce soit les opérateurs historiques ou les nouveaux, la Renfe, Trenitalia, je n'ai pas ces réponses-là. Par contre, ce que je peux redire quand même, c'est que sur toutes nos prestations d'assistance, de services, tout est évidemment jamais facturé à l'ensemble de ceux qui les utilisent. Tous ces services sont bien évidemment gratuits. Et ça, c'est important de se le redire parce que c'est tellement indispensable à chacun et chacune de ceux qui les utilisent. En matière d'accessibilité, on est challengé, mais les personnes qui sont avec nous autour de la table le savent aujourd'hui. On a essayé d'aller parfois un peu plus loin quand on pouvait le faire. On parlait tout à l'heure de sonore. Les balises sonores, ce n'est pas spécialement une loi qui nous oblige à le faire, c'est vraiment de la concertation avec les associations, ces concertations fréquentes que nous avons avec eux, et je reviendrai tout à l'heure à la communication dont vous avez parlé, qui font effectivement qu'on a avancé et que parfois on va au-delà de ce qui nous est imposé. On y va pour beaucoup de choses, que ce soit la signalétique, etc. À chaque fois qu'on voit les associations, on avance pour améliorer. Parce que vous l'avez dit, la communication est importante. Vous avez évoqué, monsieur le sénateur, tout à
l'heure, les personnes âgées, oui, bien sûr, les gares sont grandes, oui, bien sûr, voilà, la signalétique peut être compliquée. Donc, on s'attache à chaque jour en matière d'hospitalité dans nos gares, mais là, encore une fois, de manière générale, hein, à s'assurer que chacun trouve la bonne information, que les panneaux d'information voyageurs soient plus grands qu'ils n'étaient à une époque pour qu'ils soient plus visibles de tous, de donner des signalétiques qui sont augmentées. Les panneaux de signalétique sont de plus en plus gros, de plus en plus visibles. On a beaucoup travaillé à améliorer la vie de nos utilisateurs de nos gares et ça partout évidemment sur le territoire. Il y a le sujet de l'intermodalité également que vous avez abordé. Bon, l'intermodalité, quand vous appelez SNCF Gare et Connexion, il y a gare, mais il y a connexion. Donc c'est un enjeu majeur pour nous dans tous les sens de favoriser les intermodalités, mais elles sont réelles pour ce sujet qui est le nôtre aujourd'hui de l'accessibilité, mais globalement de l'accessibilité de tous. Il est important, quelle que soit votre situation, de pouvoir arriver à la gare et repartir de la gare, que vous soyez d'ailleurs en situation de handicap ou pas. Et ce sujet de l'intermodalité est un sujet commun que nous partageons tous ensemble, toutes les collectivités, des mairies, les régions, l'État. C'est un sujet majeur pour favoriser l'ensemble des mobilités. Et monsieur le sénateur Rochette, je partage avec vous, vous avez parlé de formation, je crois qu'il est absolument fondamental de former l'ensemble de nos collaborateurs et de nos équipes. Nous attachons une immense importance à la formation de nos personnels. Je ne tolère pas aujourd'hui qu'une phrase à côté soit utilisée par un prestataire quand il s'agit, par exemple, de nos plateformes d'assistance, des personnes qui travaillent pour nous dans les gares, qui accompagnent les personnes à mobilité réduite. Elles sont formées à chacun des handicaps pour accompagner au mieux chacune des personnes qu'elles accompagnent, voilà, pour avoir la meilleure hospitalité, la meilleure relation et que chacun se sente bien dans ce moment qui est celui avant les 30 minutes dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est celui de l'accompagnement au train. C'est absolument fondamental. Et donc, il faut former l'ensemble de nos personnels ou de nos prestataires sur l'ensemble de ces sujets de handicap. C'est absolument fondamental. Merci, Monsieur le Président. Sur un point sur le métro et sur la RATP, on travaille bien évidemment avec Jean Castex sur le sujet et lors d'une audition récente pour le renouvellement de son mandat à la tête de la RATP, il est allé dans le sens du projet, de l'objectif Métro pour tous, et lui et ses équipes sont d'ailleurs prêts à commencer par la ligne 6. Je vous ai cité la ligne 6 comme la ligne laboratoire pour faire l'ensemble du réseau. Alors 20 milliards, 20 ans, c'est évidemment au doigt mouillé. C'est évidemment pour se donner un ordre de grandeur financier et temporel, mais on va avoir besoin d'études complémentaires. Sur les assises du métro pour tous qui ont été réalisées dans la foulée des Jeux Olympiques et Paralympiques, on a pris 3 engagements. Le premier engagement, c'était de monter un comité de suivi avec les associations, avec les différentes collectivités engagées et les différents opérateurs et la RATP. Donc ce comité de suivi va être mis en place. Le deuxième engagement, c'était des études plus précises sur la ligne 6, des études finales pour pouvoir engager des travaux. Et le troisième engagement, c'était de mettre à profit l'année 2025 et mi-2026 pour avoir une cartographie très précise des travaux à réaliser sur l'ensemble du réseau, sur la totalité des lignes, pour que l'on puisse discuter stratégie avec nos partenaires et avec les associations. Est-ce qu'on fait les stations importantes avec un nombre important de montants? Est-ce qu'on fait une ligne de bout en bout?
Donc on aura une vraie stratégie à adopter. Ce qui est certain, vous me demandez l'horizon de la mise en accessibilité totale du métro, il n'y aura pas d'accessibilité totale du métro. Il y a des impossibilités techniques très particulières qui font qu'il y a des risques d'effondrement sur certaines stations. Et donc tout le monde et tous les connaisseurs du dossier savent qu'il faut viser une accessibilité entre 50 et 70% du réseau. Quand on prend la ligne 6, donc la ligne 6 qui est la ligne modèle, on a 3 scénarios possibles. Un scénario à 350 millions d'euros pour la rendre à moitié accessible, à 500 millions d'euros pour la rendre aux 3/4 accessible et à 850 millions d'euros pour la rendre totalement accessible, sauf 2 ou 3 stations où il y a vraiment des impossibilités techniques, avec des travaux qui s'échelonnent sur le premier scénario à 9 ans de travaux jusqu'à 15 ans de travaux pour la rendre presque totalement accessible. Donc, il ne faut pas aller vers ça. Et il ne faut pas vendre n'importe quoi aux usagers, aux Parisiens et aux associations en leur disant qu'on va rendre la totalité du réseau accessible. Mais on a besoin d'avancer voilà, de mettre sur la table ce qui va être possible de faire ou de ne pas faire. Et ça nécessite des études complémentaires sur l'ensemble du réseau. Ça veut dire aussi un financement qui puisse être partagé, parce que les études coûtent cher. En tout cas, sur la ligne 6, on a déjà une idée précise de ce qu'on peut faire et on irait bien vers le scénario numéro 2, avec une ligne à plus de 75% accessible. Parce que là, on est en capacité de le réaliser en matière d'ingénierie, de travaux, de voirie. Je vous passe les joyeusetés avec les discussions avec les architectes des bâtiments de France sur certaines stations qui arrivent au droit de certains monuments historiques où il va être compliqué de faire sortir une cage d'ascenseur sur la voirie. Et tout cela encore en mettant de côté la complexité des réseaux souterrains au niveau parisien. Mais bon. Voilà, il faut malgré tout avancer. Je voulais revenir aussi sur le rôle des territoires sur l'accessibilité, mais effectivement, c'est une chaîne, l'accessibilité. Vous avez la mairie qui, dans le cadre de son ADAP, met en accessibilité son théâtre. Vous avez SNCF Gare et Connexion avec Île-de-France Mobilité qui met en accessibilité la gare. Puis au milieu, vous avez l'intercommunalité qui est en charge de la voirie, qui est en charge de mettre en œuvre son PAV, son plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les données existent ou pas. Parfois, des équipements, des morceaux de voirie rendus accessibles ne sont pas forcément déclarés comme tels. Et puis tout le monde travaille en silo. Vous avez la commune qui fait son ADAP, qui a rendu son théâtre accessible. Vous avez l'Interco qui a rendu son trottoir accessible, ses feux rouges avec une balise sonore accessible, mais elle ne l'a pas déclaré. Quand je vous parle de 540 lignes de bus accessibles en Île-de-France, c'est celles qui nous ont été déclarées accessibles. Vous avez les travaux qui peuvent avoir été réalisés, mais l'intercommunalité n'a pas déclaré son arrêt de bus accessible. Dans ce cadre-là, on ne peut pas déclarer la ligne de bus accessible. Et donc, il y a un vrai enjeu d'information et de données qui existent. Ça, c'est le rôle de la déléguée interministérielle à l'accessibilité, qui est en train de travailler sur la collecte de ces données pour pouvoir assurer aux personnes, aux franciliens, toutes les personnes d'ailleurs, ce n'est pas une spécificité uniquement francilienne, en situation de handicap, d'avoir son Waze de l'accessibilité pour savoir d'un point A à un point B quel chemin il va pouvoir utiliser aujourd'hui pour pouvoir voyager en toute sécurité, avoir un ascenseur qui marche, c'est de la donnée qu'on a. Pourquoi ne pas la mettre plus facilement, plus aisément à disposition, les escalators qui marchent, les portions de voirie accessibles. Ça, les nouvelles technologies sont là pour vraiment contourner les situations de handicap et nous aider. Mais il manque encore cette solution qui unifie l'ensemble des données. Ça, c'est un point très important. Sur l'accessibilité en milieu rural, alors c'est quelque chose, c'est aussi une question francilienne, puisque la région Île-de-France est aussi une région rurale. Et la présidente d'Île-de-France Mobilité m'a confié une mission sur le sujet. Alors au-delà de la mise en accessibilité des transports, il y aura toujours, je pense, la nécessité d'avoir un service de transport à la demande
qui puissent faire le job. Alors en Ile-de-France, on est dans une situation particulière, on est les seuls à avoir ce service de transport à la demande qui était autrefois départemental, qui est maintenant régionalisé, qui s'appelle le PAM, qui connaît encore des dysfonctionnements, mais il n'empêche qu'il assure plus de 720 000 trajets annuels et qu'on va monter en charge à 1 million de trajets par an de personnes qu'on va chercher en bas de chez elles et qu'on amène à une adresse définie. Donc un service de transport à la demande pour des personnes qui ont un handicap à plus de 80%, avec, pareil, au moment de la régionalisation, une billettique qui a changé, avec des prix qui ne sont plus du tout ce qu'ils étaient avant. Avant, il fallait 70 € pour faire un aller-retour Paris-Meaux. Maintenant, c'est 12 €. Bon, tout ça, c'est de l'argent tout ça, c'est des engagements financiers qui sont pris en charge par Île-de-France Mobilité. Si le législateur a envie de travailler à des solutions de transport à la demande sur d'autres régions, alors il va falloir prévoir des financements pour les collectivités, parce que vous savez tous la situation particulière des départements et des régions, en l'absence de recettes supplémentaires, de développer un nouveau service de transport à la demande, en plus des engagements financiers qui sont mis sur l'accessibilité des transports en commun, et sans faire peser la charge trop discriminante au niveau financier sur les usagers, ça veut dire permettre aux régions de développer financièrement ce service avec une compensation ou avec des recettes nouvelles pour les régions. C'est en tout cas un service qui est plébiscité, le service de transport à la demande, qui est très difficile à mettre en œuvre. Voilà, donc on se rend compte de la masse extrêmement importante de voyageurs que l'on a à gérer, avec des spécificités très particulières. Heureusement, le service commence à aller mieux. Il n'empêche qu'on parlait de renoncement, un certain nombre de personnes qui renonçaient au transport en commun du fait du manque d'accessibilité et qui ont renoncé au service de transport à la demande du fait d'un manque de ponctualité ou de trajets annulés la veille parce que vous avez un mouvement de grève ou des chauffeurs qui ne peuvent pas assurer les courses. Donc au niveau organisationnel, le transport à la demande reste quand même un enjeu. Pour nous, c'est l'enjeu 2025, avoir un service qui tient un peu plus la route. Mais c'est une vraie solution pour le milieu rural. Merci. Oui, monsieur le sénateur, je vais répondre à votre question par rapport aux services adaptés. Mais en préambule, je voudrais remercier la SNCF et Île-de-France Mobilité pour leur engagement. Parce que certes, tout n'est pas parfait. Certes, il y a du retard. Mais en revanche, il y a un réel engagement volontariste. Je tiens à le souligner parce que je ne voudrais pas faire à croire que cette audition, ça ne reflète pas, on va dire, la réalité de tout le territoire national. Je voudrais vraiment attirer votre attention là-dessus parce qu'il n'y a pas de suivi des schémas directeurs d'accessibilité à l'échelle locale. Il n'y a pas de sanction de la part de l'État. Il n'y a pas de pilotage de la part des organisatrices des AOM, des autorités organisatrices de la mobilité. Très peu d'informations pour nous et d'informations fiables. Énorme problématique sur les points d'arrêt qui relèvent généralement de la compétence des mairies. Donc nous ne disposons pas d'une réelle liberté d'aller et venir comme nos concitoyens valides. Ça, je pense qu'il faut bien le prendre en compte. Et même si, j'insiste, pour saluer l'engagement volontariste d'acteurs comme Île-de-France Mobilité et la SNCF. Mais il ne faudrait pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt de la réalité nationale. Alors après, pour répondre à votre question, monsieur le sénateur, par rapport au matériel roulant, alors je vais vous répondre non à votre proposition pour deux types de raisons. C'est que concrètement parlant, on a un décret qui a permis par rapport au matériel roulant des autocars de s'assurer à ce que le matériel roulant neuf, à l'occasion des renouvellements des DSP, des délégations de service public, qui ait un taux pour atteindre 100% du matériel roulant accessible. Donc là, du coup, on n'a plus de problème avec le matériel roulant, donc il n'y a pas besoin de faire des investissements pour rendre accessible un autocar. Parce que la durée moyenne du DSP, c'est à peu près 7 ans. Et donc, du coup, à l'occasion du changement de flotte, on arrive... Donc, le matériel roulant autocar, c'est plus un problème. Le deuxième type de raison sur lequel on n'est pas trop favorable à avoir uniquement un service dédié,
parce que je ressens M. Dinisio, de toute façon, il y aura tout le temps besoin d'un minimum de services adaptés. En revanche, nous, ce qui nous préoccupe, c'est d'avoir une égalité de prestations par rapport aux citoyens valides, et donc surtout d'être autonome, parce que l'assistance, on remercie la SNCF, hein, il y a un taux de 95% de satisfaction sur la prestation d'assistance. Donc là, comment dirais-je, dans un monde idéal, on souhaiterait ne pas avoir besoin d'assistance. On voudrait être le plus autonome possible. Donc, j'espère du coup avoir répondu à votre question. Merci. Oui, je vais reprendre les propos. Marie-Claude, je note que tu voulais... Olivier Jacquin voulait compléter sa question et après je donne la parole à Daniel Guéret. Oui, la table ronde serait incomplète si on n'évoquait pas la mobilité verticale. Je me rappelle que dans la loi d'orientation des mobilités, j'avais proposé un amendement pour modifier la définition de la mobilité en rajoutant l'adjectif vertical à mobilité. Et je travaillais alors avec l'association Plus sans ascenseur, qui est implantée sur l'Île-de-France et qui fait un travail remarquable sur l'accessibilité lorsque les ascenseurs sont en panne, et on a des habitants de notre pays qui sont otages de ces pannes d'ascenseurs, et cette association a mis en place un service d'assistance de mobilité verticale. C'est le propos que je voulais compléter, qui me semble important et nécessaire. Merci. Je donne la parole à Daniel Guéret. Merci, Monsieur le Président. D'abord, merci pour l'organisation de cette table ronde très intéressante. Madame la Directrice Générale, chère Marie-Pierre, mes chers collègues, messieurs, quand on aborde la question de l'accessibilité, que ce soit un site ou un mode de transport, on parle toujours de problèmes et de difficultés, parce que c'est comme ça. On peut partir de bonnes intentions, et ça a été l'esprit dans lequel la loi a été faite, et c'est bien, mais au final, il faut mettre tout ça en musique, et on s'aperçoit que ça n'est pas une sinécure. Or, ces problèmes, ces difficultés peuvent déboucher sur des réussites, si on se donne les moyens de vouloir les surmonter. Je viens d'entendre un certain nombre de propos sur l'état d'esprit du travail en silo. Eh bien, quand on fait un projet, un vaste projet, la première des choses à faire, c'est de s'attaquer à la gouvernance pour éviter que chacun soit dans son silo. Parce qu'autrement, on n'aboutira à rien. Et qu'on ne vienne pas me dire que ça n'est pas possible. Et je vais vous en expliquer la raison. Cela me semble être aussi l'état d'esprit, Madame la Directrice, de Gares et Connexions, et je veux saluer le volontarisme qui est le vôtre, alors qu'il n'aboutit peut-être pas, vu chacun de sa fenêtre, à tous les résultats et à l'idéal. Mais enfin, en tout cas, manifestement, vos équipes sont imprégnées de cette volonté de faire les choses, et de les faire notamment dans le chapitre de l'intermodalité, mais de les faire aussi dans un continuum d'aménagement. Et je veux prendre là l'exemple qui a été soulevé par l'un des intervenants tout à l'heure. Lorsque l'on a des aménagements dans l'intermodalité à réaliser et qu'il faut les synchroniser avec des aménagements sur par exemple une ZAC de 30 ou 40 hectares, eh bien il faut bien évidemment à un moment donné s'assurer qu'il y a un continuum entre les aménagements de l'intermodalité directe et les aménagements qui sont extrêmement annexes. Alors, cela passe à mon sens et par expérience donc par un réel dialogue entre les porteurs de projets. Donc l'état d'esprit, c'est de casser l'esprit de silo. Les autorités organisatrices de transport et les régions y ont un rôle notamment absolument essentiel, et je veux aussi leur rendre hommage. Les transporteurs et les représentants locaux des associations, mesdames, messieurs, qui portent les problèmes qui sont les vôtres, les problèmes quotidiens, et qui vous mettent dans une situation de traitement inégal par rapport à l'ensemble des citoyens. Dans le cadre d'un dossier que vous connaissez bien, Madame la Directrice Générale, à savoir celui du programme Pôle Gare de Chartres, un mode de gouvernance sur 2 décennies
a permis de répondre à toutes ces questions. Et j'insiste bien sur la gouvernance, parce que la gouvernance, c'est la clé du problème dont on parle aujourd'hui. Et il s'agit naturellement d'apporter des réponses à tous les sujets en expliquant aussi aux uns et aux autres qu'on ne pourra pas dans un projet, plus il est vaste, et vous l'avez tout à l'heure dit les uns les autres, apporter toutes les réponses. Il faut aussi avoir la lucidité de le dire et d'assumer cette responsabilité. En ce qui nous concerne, les associations ont participé avec les architectes sur 2 décennies, en amont et durant les travaux à définir sur tout le périmètre du pôle gare. Je me suis d'ailleurs aperçu que les besoins réels exprimés par les associations étaient parfois très éloignés des dispositifs qui étaient prévus dans la loi. Et qu'il faut naturellement, parfois, concrètement, quand on parle de projet, rajouter à ce que la loi prévoit un certain nombre de besoins qui sont exprimés par, je dirais, les utilisateurs. Ça, si vous ne cassez pas l'esprit de silo, vous ne parvenez pas à le percevoir. Il faut aussi, et c'est important, assurer cette concertation sur la durée du projet. Et plus le projet est long, plus naturellement les choses évoluent. Quand vous prenez un projet, par exemple, au début, et que 20 ans plus tard, vous le terminez, eh bien, l'intermodalité dont on parlait il y a 20 ans n'est pas l'intermodalité dont on parle à l'arrivée. Ça veut dire qu'il y a toute une évolution qu'il faut prendre en compte. Et je mesure, M. Denisio, que plus les projets sont vastes et plus les projets sont importants, plus ce que je dis prend du sens et naturellement, plus la difficulté est grande. Ma question est la suivante. Avez-vous les uns et les autres le sentiment à ce stade qu'un tel espace de dialogue prend toute sa place aujourd'hui dans tous les projets d'aménagement en cours, quelle que soit la taille des villes concernées, des gares et de ce qui les entoure, et l'importance des projets, pas forcément d'image internationale, parce que comme l'ont souligné un certain nombre de mes collègues, l'accessibilité et transport public à toutes et à tous, ça concerne naturellement tout le territoire, et il faut naturellement là aussi revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure mon collègue Gillet, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui ont peur de prendre le transport public, le transport en commun, mais je pense aussi qu'il faut qu'on s'interroge sur le fait qu'on bâtit des projets de plus en plus grands, de plus en plus vastes, dont on met en mesure, dont on met en lumière la dimension architecturale pour un aspect de rayonnement international et que je veux bien comprendre, mais il faut aussi se dire que ce que l'on fait, ça sert aux gens, et que si les gens ont le sentiment de ne pas avoir d'humain dans ces vastes ensembles, ils seront de plus en plus inquiétés. Donc il faut naturellement, je pense, ne pas oublier de ramener de l'humain dans les gares, de ne pas oublier de ramener de l'humain. Quand on voit un peu comment les choses se passent en Belgique, en Suisse, et que l'on voit effectivement la manière dont on ramène de l'humain dans les gares, et je sais que Gares & Connexions a fait un travail considérable là-dessus, madame, depuis votre prédécesseur, monsieur Robert, qui en avait fait un cheval de bataille, eh bien, je pense que si on ramène de l'humain dans tous ces transports, on contribuera, mon cher collègue Gillet, à rassurer une partie de la population qui aujourd'hui se trouve un petit peu perdue, quelle que soit la qualité par ailleurs des réseaux de jalonnement que l'on met en place dans les gares, et je sais que là aussi Gares & Connexions fait un très gros travail. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à Marie-Claude Arias. Puis à Louis-Jean de Nicolaï après, et puis après Lersin. À l'heure où nous allons approuver, enfin du moins voter le projet de loi de finances 2025, moi je voudrais rappeler le rôle important et majeur que jouent les collectivités territoriales dans la réalisation de ces travaux. Dans un département comme le mien, en Dordogne, l'agglomération du Grand Périgueux, 100 000 habitants, a transformé le quartier de la gare. Ces travaux ont permis de relier la gare, le pôle d'échange multimodal, qui est un lieu accessible et fonctionnel où se rejoignent plusieurs modes de déplacement, les bus interurbains, les cars régionaux, les trains, sans oublier les mobilités douces et la marche et le vélo d'ailleurs. La nouvelle passerelle, qui a coûté un certain prix, permet aussi une fluidité par rapport à l'accessibilité. Ça a été 5 ans de travaux qui ont coûté 15 millions d'euros et qui n'ont pu être possibles
que par l'intervention de plusieurs partenaires, le FEDER à l'époque, la SNCF Gare et Connexion, le département de la Dordogne, la nouvelle région Aquitaine, mais il n'en reste quand même pas moins vrai que le PCI a gardé à sa charge 47% de ces travaux qui ont coûté 15 millions d'euros. Donc, à l'heure où l'on parle des moyens qu'il est impératif de conserver pour les collectivités territoriales et locales, je voudrais dire combien nous le justifions à nouveau, parce que 47% de 15 millions, ben, il faut quand même les trouver. Voilà. Merci. La parole est à Louis-Jean de Nicolaï. Merci, Monsieur le Président. J'ai deux petites questions, mais avant tout, comme mes collègues, je voudrais remercier les efforts qui sont faits pour trouver des solutions pour cette problématique du handicap ou des personnes âgées dans les différents modes de transport. Moi, j'ai d'abord une question sur la SNCF, sur la problématique, et je l'espère pas le fait pour refuser un arrêt dans une gare, de dire, ben voilà, ça coûterait trop cher parce qu'il faut faire une passerelle, il faut faire un ascenseur pour handicapés, etc. Et je ne sais pas si les solutions, notamment de passage souterrain systématiquement sous les gares, peuvent être aussi et sont aussi étudiées, parce que la traversée de deux lignes SNCF, et notamment quand je vois la ligne Le Mans-Tours, où il y a simplement deux rails en fait, de chaque côté, ne pose pas trop de problèmes pour faire un tunnel. Je voudrais savoir si plusieurs solutions sont étudiées, ou il y a simplement systématiquement uniquement le côté de la passerelle. Le deuxième point, en ce qui concerne notamment la RATP, il y a quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui, et notamment dans les gares, c'est de savoir quelles sont les stations qui sont aujourd'hui équipées pour les handicapés. C'est-à-dire qu'il y a des grandes cartes avec les lignes, la 6, la 12, la 14, etc. et j'en passe. Mais il n'y a pas du tout, au moment des stations, un petit logo comme quoi telle et telle station est aujourd'hui équipée pour permettre aux personnes handicapées de bénéficier de tous les avantages. Et puisque je suis sur cela, je me permets de dire à M. Delizio, lorsque nous avons auditionné M. Castex, je lui ai parlé des queues que des personnes qui attendaient au guichet. Castex avait répondu que c'était à la présidente de la région de s'en occuper. J'en ai parlé à la présidente de la région, qui m'a dit qu'elle avait une application sur le téléphone, mais les Sartois qui arrivent de là-bas pour voir leurs petits-enfants, ils n'ont pas tous la compétence sur le téléphone. Et je pense que dans les autres pays européens où on peut payer avec sa carte bleue pour rentrer dans le métro, je crois que ça serait quelque chose d'intéressant à étudier pour faciliter, éviter, notamment pour les personnes qui ont des enfants dans les bras et autres, pour permettre de faciliter l'accès au métro. Et en tous les cas, je voudrais vous féliciter sur tous sur la façon dont le personnel aujourd'hui aide les personnes en difficulté, les personnes âgées ou les personnes handicapées à pouvoir monter dans les différents modes de transport. Si la parole est à Franck Dersen. Oui, mesdames et messieurs, on ne peut absolument pas contester les propos liminaires que vous avez tous eus tout à l'heure. Si on se compare au reste des pays développés, on est très en retard. On n'est pas bon, vous l'avez dit, l'ONU l'a signalé. Pourtant, on fait beaucoup de travail et les propos tenus ici le démontrent. Je tiens simplement à rappeler à nos collègues, à l'heure où en ce moment même on passe notre temps à faire des coupes budgétaires partout, hein. Voilà. Et parfois je vote moi-même des coupes budgétaires et je n'en suis pas fier, je le dis, mais voilà, tout le monde connaît la situation du pays aujourd'hui. Je rappelle qu'il nous faut mettre 100 milliards d'euros sur le réseau ferroviaire, je rappelle qu'il nous faut mettre 100 milliards d'euros sur les ponts et les ouvrages d'art dans ce pays, dont certains sont dans un état catastrophique. Je rappelle qu'il faut mettre 35 milliards d'euros pour lancer nos SERM. Et quand je pense à l'argent qu'on doit mettre sur nos sujets, vous avez parlé rien que pour Paris de 20 milliards d'euros. Si on se met au niveau de la France entière, on l'imagine. Par exemple, dans les Hauts-de-France, on n'est pas à 80%, on est à 50% d'égards. Il nous reste
30 gares sur les 60 à faire, c'est 540 millions d'euros. Alors quand je dis ça, Marlène, je ne vous mets pas en cause. La région de France, dont la densité du transport est énorme, a beaucoup de mal à suivre. On n'arrive pas à suivre parce que les régions, vous l'avez dit, ont de moins en moins d'argent. Elles n'ont pas de recettes. Et quand on veut même se mettre un petit peu de versement mobilité, ben ça y est, Bercy nous dit il n'y a pas question. Quand on voit ce que l'on doit faire à la place même de SNCF pour rénover nos petites lignes, pour que les lignes existent, parce que finalement, s'il n'y a plus de lignes, ben, il n'y a même plus de question d'adapter. La ligne n'existe plus, la gare est fermée, donc on ne transporte plus personne, et c'est pire que tout. Donc Marlène, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut faire très attention à comment préserver cet argent, comment sécuriser l'argent. On ne sécurise rien aujourd'hui. Enfin, il faut faire ce constat. On a pris un retard considérable. Alors, vous disiez, tiens, c'est peut-être l'État aussi qui doit sanctionner, mais l'État lui-même n'est pas bon là-dessus. Les collectivités, les mairies, les intercommunalités font un travail remarquable. Moi, quand je vois ce qu'on fait, par exemple à Dunkerque, à la communauté urbaine de Dunkerque, où on va même, on fait l'été le train à 1 euro pour tout le monde, et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de personnes à mobilité réduite qui arrivaient là sur la plage de Dunkerque, mais une fois qu'ils étaient sur la plage, ils restaient sur la digue. Donc on a mis en place, par exemple, tout un système qui permet d'aller se baigner jusqu'avec le fauteuil, si vous voulez. Beaucoup d'argent, hein, parce qu'on est sur du sable, on doit mettre des rampes d'accès. Donc les collectivités font un travail considérable. Alors, on va enfin, je l'espère, après 4 ministres des Transports en 15 mois, pouvoir enfin faire notre fameuse conférence sur le financement, enfin des serres, mais en tout cas des transports. Et je pense que quand on parlera avec cette conférence, il faudra que l'on parle aussi de ce sujet. Donc voilà, je n'ai pas véritablement de questions. Je voulais faire ce constat simplement que nous avons pris du retard et j'ai le sentiment que nous allons, même si on avance, même si on voit qu'on met beaucoup d'argent, ça va être extrêmement long à mettre en place. Il faudra de la patience et il faudra de notre part, nous les parlementaires, beaucoup, je dirais, d'actions envers le ou les gouvernements qui vont se succéder pour leur rappeler à chaque fois l'importance de ce sujet. Merci. Merci. La parole est à Jacques Fernic. Merci Président, merci aux uns et aux autres pour vos contributions tout à fait éclairantes. Alors moi j'ai 3 questions, 2 précises, concrètes et une plus générale. Les transports scolaires. Donc pour les enfants en situation de handicap, il y a vraiment la nécessité que le service de transport public soit accessible pour eux. J'ai compris que les obligations de renouvellement de flotte d'autocars font que, en ce qui concerne les véhicules, avec le temps, les choses vont s'améliorer. Est-ce qu'il y a stratégie, problème, difficultés particulières? Est-ce qu'on a juste à attendre ce renouvellement? Deuxième question précise, question d'équité territoriale, les Outre-mer. Hein, j'ai lu dans un document préparatoire à cette table ronde qu'en Guadeloupe, par exemple, aucune ligne de transport public n'est accessible. Et la question générale, donc 1975, 2005, 2014, 3 textes inappliqués, vous l'avez dit, avec ce jugement assez cinglant de l'ONU. Hein, personnes handicapées, vous avez dit, perçues comme des objets de soins et non comme des sujets de droit. Donc on est mauvais élèves, on l'a compris. Il y a des bons élèves. Il y en a beaucoup. En allant à l'essentiel, qu'est-ce qui, dans leur expérience, dans leur pratique, dans les leviers qu'ils actionnent, dans leur stratégie, serait utile pour qu'on
pour que si nous, parlementaires, on a des choses à revoir, bon, on a déjà cette expérience de ces 3 textes inappliqués, qu'est-ce qu'on pourrait, en quoi on pourrait tirer parti pour changer un peu la donne. Bien, avant de donner la parole à nos invités, est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole de mes collègues? Oui, Hervé. Ça sera très rapide, Président. J'avais oublié de souligner un aspect qui revient assez régulièrement sur les territoires, sur les passerelles. Et sur un certain nombre de passerelles qui posent question par rapport à qui doit les entretenir. On a un certain nombre de communes qui ont des conflits avec vous, au niveau des SNCF, justement sur ces questions de propriété et d'entretien. Alors, on est dans des situations assez ubuesques à un moment donné. Il faut aller pratiquement au niveau des tribunaux pour régler certains problèmes. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un peu d'agilité là-dessus, parce qu'on a des situations bloquées à certains moments. Et ces fameuses passerelles, ben, c'est déjà l'accessibilité de base, hein, quelque part, au niveau des gares. Merci. Madame Dolvec. Alors, sur le premier sujet de la concertation, c'est évidemment fondamental hein, sur chacun de nos grands projets, de nos projets, que ce soit sur les sujets d'accessibilité, mais globalement sur l'ensemble des projets d'intermodalité, de vision de la gare, d'être en concertation avec l'ensemble des élus et les régions, et c'est ce que nous faisons. Ce mode de projet est absolument fondamental. Et du coup, ça va aller un peu plus loin et peut-être répondre au-delà de M. Guéret à l'ensemble des questions qui ont été posées, y compris sur le coût. Ce qui est important dans nos projets, une fois qu'on a bien écouté les élus, qu'on a bien concerté ensemble, c'est de les maîtriser. Les maîtriser dans leurs coûts, les maîtriser dans la qualité et les maîtriser dans les délais. Vous avez parlé de tout cela. En ce qui concerne le coût de nos projets, SNCF Gare et Connexion a vu une grosse diminution du coût de ces projets depuis 2019, puisqu'aujourd'hui on réalise des projets à plus de moins 20% de ce qu'ils étaient réalisés à l'époque, notamment par une méthode qu'on a mis en place qui nous amène à cela. Les projets aussi, on doit les faire dans une certaine, quand il s'agit de ces grands projets d'infrastructure, n'oublions pas aussi ensemble de se dire qu'aujourd'hui, les gares ne sont pas ce qu'elles étaient hier et il n'est pas utile de faire des gares gigantesques et très très hautes là où le train n'est plus à vapeur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut que collectivement, on se mette pour en faire plus. Il faut le faire de manière adaptée et en frugalité. Et on parlait des délais. Les délais, c'est très long. Effectivement, l'infrastructure, les délais peuvent être longs et on est tous responsables du denier public. Et donc, dans la durée, parfois, il y a du temps politique qui peut faire qu'il y a des changements de vision. Il y a des changements qui peuvent être les changements d'innovation. Et c'est vrai qu'il faut s'assurer à chaque fois de ne prendre que des décisions qui ne fassent pas perdre de temps sur l'ensemble de nos projets. Mais vous l'avez raison. Ce qui est important, c'est cette concertation. Une question a été posée sur les souterrains et les passerelles. Les deux sont possibles. On a des souterrains et des passerelles. Voilà, le souterrain, ça amène à faire des ascenseurs. Le souterrain, c'est sous-voie. Donc sous-voie, ça bouge hein, quand on fait des travaux. Donc évidemment, ce sont des travaux d'infrastructure compliqués. La passerelle, ça a d'autres complexités. On fait les deux. Ça dépend de beaucoup de choses, hein, de la structure en sous-sol. Ça dépend du budget. Donc les deux sont possibles. En matière de passerelle, on a beaucoup innové aussi. On a quelques tests de passerelle aujourd'hui à des coûts beaucoup plus bas qu'ils ne l'étaient à l'époque et qui se font de manière beaucoup plus rapide. On a innové, y compris dans la conception de nos passerelles. J'entends bien, alors là pour le... Bon, je reviendrai, peut-être qu'il faut que sur le cas particulier, j'espère que c'est qu'un cas particulier. Je vois beaucoup d'élus. J'ai rarement entendu d'histoire de chiffonnage sur qui assure la propreté. Envoyez-moi un courrier et l'équipe locale va venir s'en occuper. C'est l'immense avantage d'une société comme SNCF Gare et Connexion, c'est qu'on a des équipes partout dans les territoires et
quand on parlait de concertation, y compris tout à l'heure, moi j'ai des équipes partout en France qui sont à votre disposition, y compris dans les échanges du quotidien. Donc on reviendra vers vous. C'est vrai qu'il y a toujours ces sujets de propriété. À partir de là, c'est chez moi, et à partir de là, c'est chez toi. Mais en l'occurrence, quand c'est contre-productif et pas efficace au service de nos usagers, il faut vraiment qu'on en parle. Mais en tout cas, je m'engage à revenir vers vous dès que vous m'aurez écrit, monsieur le sénateur. Et en ce qui concerne le sujet de l'humain est absolument fondamental dans nos gares. Elles ont évoluer. Les opérateurs ferroviaires et les régions avancent sur il y a moins de clients qui viennent acheter des billets dans nos gares. Ça, c'est le choix des transporteurs ou des autorités organisatrices de distribuer de la manière dont ils le souhaitent les titres de transport. Ce qu'on s'assure de faire dans ce cadre-là, c'est un grand programme Place de la Gare, qui permet dans chaque ville, dans chaque gare en France, de réfléchir avec la collectivité à comment recréer de la vie dans la gare. Et on a de magnifiques exemples partout sur le territoire pour qu'il y ait de l'humain. Et l'humain, ça sert à tous. Ça sert à ceux qui fréquentent la gare au quotidien, mais aussi à ceux, évidemment, qui ont une question à poser à une autre personne. Et évidemment, à l'aune des évolutions technologiques et de l'intelligence artificielle qui se développe fortement, la question de l'humain doit rester en matière de philosophie commune ou en matière sociologique, une réflexion sur laquelle on continue à se poser beaucoup de questions. Et je partage, vous le savez, monsieur le sénateur Guéret, ce point de vue avec vous. Merci, monsieur Denizio. Oui, un mot sur la concertation. Grâce au déploiement du schéma directeur d'accessibilité et à la perspective de Paris 2024, on a des équipes qui ont quand même particulièrement haussé leur niveau de compétence et de compréhension des différents types de handicap. Il y a 8 ans, le handicap, c'était uniquement considéré à travers le prisme des personnes en fauteuil roulant. Et depuis, les équipes ont intégré la notion de handicap psychique, de handicap mental, de handicap sensoriel, grâce aux associations, en premier lieu. Et donc, il y a quand même une montée en compétences qui fait partie des héritages, de l'héritage immatériel de Paris 2024. Compétence qui va perdurer, j'en suis sûr, dans les équipes à SNCF Gare et Connexion, à RATP, y compris Île-de-France Mobilité. Néanmoins, on aura toujours besoin de concertation avec les premiers experts du handicap, les personnes concernées, les associations, les autoreprésentants. Et là, ça pose une vraie question parce que Île-de-France Mobilité a son panel d'associations qu'on essaye de constituer de manière représentative des 8 territoires franciliens et des différents types de handicap. SNCF Gare et Connexion a son panel, la RATP a son panel. On a même, nous, plusieurs panels, un sur le câble A, un sur le transport à la demande, un sur le schéma directeur d'accessibilité. Il y a quand même une demande des associations d'essayer d'unifier cette représentation de leur côté pour que les associations puissent parler d'une même voix auprès des opérateurs, des autorités organisatrices des transports. Mais ça pose des questions organisationnelles, de statut de ces personnes qui ne peuvent pas être salariés d'Île-de-France Mobilité ou de Gare et Connexion, mais dont on a besoin de l'expertise. Alors Nicolas Méry, on peut le solliciter quasiment à un mi-temps sur de la concertation de transport en Île-de-France, mais il y a un moment, il va falloir le payer. Donc, quelle instance, sous quel format est-ce que l'on peut bénéficier de l'expertise, d'une longue expertise des associations qui est très utile aux équipes techniques, sans utiliser les personnes, entre guillemets, et sans compter uniquement sur leur bonne volonté et leur bénévolat, mais pour pouvoir faire un travail sérieux, assidu, sur du long terme. Donc ça, c'est une vraie question qui se pose et on n'a pas, nous, encore trouvé la réponse. Et voilà, on a ce sujet qui est sur la table.
parce qu'on ne fera pas sans les associations. Vous l'avez très bien dit, il y a les normes, et puis il y a tout ce qu'il n'y a pas dans les normes et qui est en fait essentiel. Voilà, et qu'on ne pourra pas résoudre. On a besoin de la confrontation d'idées avec différentes représentations du handicap qui ont parfois des demandes qui sont contradictoires. Entre associations, avec les usagers valides, et donc si on veut faire émerger un consensus et trouver la moins mauvaise solution, ou alors la meilleure solution, on a besoin absolument de cette concertation, mais il faut mieux organiser cette concertation. Ça, c'est certain. Sur le transport scolaire, j'en entends pas tellement parler. Le transport scolaire en Ile-de-France, c'est 13 000 gamins qui sont transportés tous les jours vers des écoles publiques, vers des écoles privées sous contrat, vers des écoles privées hors contrat. On l'a étendu au hors contrat parce que ça peut répondre à des situations particulières de handicap où les gamins trouvent leur compte dans les associations hors contrat. Il y a une très grande hétérogénéité sur le territoire. En Ile-de-France, c'est la région, c'est Ile-de-France Mobilité qui est sur le transport scolaire. Sur d'autres territoires français, ce sont les départements. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait une demande d'harmonisation sur les régions, mais la difficulté étant sur les effets frontières, où vous avez des départements qui gèrent le transport scolaire uniquement sur le département et qui ne prévoient pas le franchissement des frontières départementales. Est-ce qu'il y a une demande d'uniformisation du règlement d'intervention du transport scolaire? Il faudrait le demander à Région de France et à l'ADF. Si il y a des velléités d'uniformisation, j'ai l'impression que tout le monde fait un peu selon les spécificités de son territoire, et je pense que c'est pas plus mal. Oui, les départements, excusez-moi, simplement, les départements s'occupent simplement, effectivement, des enfants handicapés. Mais pour tout le reste, oui. Je parlais du transport des gamins handicapés. Alors là, vous avez raison, effectivement. Du transport scolaire adapté. Tout à fait. Vous pouvez avoir des départements qui le gèrent. Et sur l'Île-de-France, c'est IDFM qui gère les 13 000 enfants transport quotidien. Alors moi, je voulais peut-être commenter ce que M. Denizio a dit. Il y avait aussi l'histoire de travailler en silo. Pour nous, c'est un gros problème. On a maintenant on a cette concurrence qui a été amenée. Donc plusieurs transporteurs en fait sur un réseau Île-de-France qui en fait pose problème sur les adaptations qui sont mises en place, qui sont assez différentes. Et en fait, nous, je pense, ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait en fait une commission accessibilité qui soit intégrée dans l'ensemble de chaque AOM pour qu'il y ait un regroupement des transporteurs, pour qu'il y ait vraiment un lien qui se fasse et qu'on n'ait pas des aménagements différents entre transporteurs. Là, c'est le cas. Je vais vous donner un exemple. Vous descendez du train Gare de Lyon, vous avez bande de guidage et d'un seul coup, plus rien, parce que le foncier appartient à l'un et à l'autre. Et on n'a pas de lien qui se fait en fait entre transporteurs. Donc ça, c'est hyper important. Le sujet de l'assistance aussi est dedans. Donc on a l'accessibilité physique, mais on a aussi l'assistance pour des personnes qui ne peuvent pas être autonomes. L'assistance, vous descendez du train, vient vous chercher dans le train. Et pareil, le foncier et SNCF à un endroit et s'arrête. Et là, débrouillez-vous, allez prendre le métro, mais vous ne savez pas. Et vous n'avez aucune assistance, en tout cas, qui est menée par la suite. Ou c'est à vous de vous rendre jusqu'à l'accueil physique dans les stations de métro, si la personne est prête ou pas à vous emmener dans le métro. Mais il n'y a pas de suite, en tout cas, qui est donnée. Donc là, il y aurait vraiment, je pense, des questions sur les AOM, en tout cas à prendre mieux en charge en fait ce côté accessibilité, parce qu'avant on avait un seul transporteur qui était présent dans une métropole, donc qui gérait l'ensemble. Maintenant on se retrouve avec différents transporteurs, et d'avoir cette homogénéité est quelque chose d'important. Sur le transport scolaire, il n'y a pas longtemps, on était sur un webinaire fait par la délégation ministérielle. J'ai entendu, moi, donc, des personnes qui faisaient un aménagement de transport scolaire qui disaient « Mais non, transport scolaire, les personnes en situation de handicap ont un transport adapté où on vient les chercher chez eux. » Oui, peut-être, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas amener les nouveaux aménagements aussi accessibles pour les transports scolaires. Quand c'est comme ça, on peut avoir des personnes en situation de handicap qui ont des enfants et qu'il faut emmener dans le transport scolaire standard. Donc je pense que c'est important de penser général sur ce genre de choses. Par rapport Guadeloupe, on a donc c'est des choses qui sont outre-mer un gros problème. La Réunion fait
quand même des gros efforts sur la Réunion. Nous, on a en tout cas pas mal de personnes déficientes visuelles qui sont actifs, en tout cas au sein de leur réseau, mais l'outre-mer reste un gros problème. Pour avoir de l'autonomie dans son déplacement, surtout en Guadeloupe, on n'a rien. Voilà, je pense que c'est les sujets, surtout l'intermodalité, c'est vraiment un gros problème qui devient important dû à cette concurrence en fait qu'on a. Hein, et l'AOM devrait, pour moi, je pense, prendre peut-être plus en charge l'ensemble de l'accessibilité. Voilà. Je ne sais pas si Nicolas, tu veux rajouter. Oui, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Oui, sur les deux premières questions très spécifiques par rapport à l'autocar, ce n'est plus un problème de matériel roulant. Il est accessible modulo la problématique de l'information visuelle et sonore que les chauffeurs, quelquefois, peuvent désactiver, ce qui, évidemment, laisse les personnes déficientes visuelles et auditives, notamment. Le principal problème avec l'autocar, c'est plutôt le point d'arrêt. Les points d'arrêt qui ne sont pas aménagés. Et donc ça relève effectivement des collectivités territoriales. Sur une autre question spécifique sur l'outre-mer, pour compléter ce que disait Pierre-Marie Micheli, oui, la situation est plutôt dramatique. Alors déjà qu'en métropole, c'est pas simple, mais j'en veux pour preuve que l'actuel projet de loi d'urgence pour Mayotte, eh bien on va reconstruire, mais on va reconstruire inaccessible. Il n'y a que les règles de la sécurité qui vont être appliquées. Et donc ça va impacter quand même gravement l'avenir si on ne prend pas en compte, alors qu'on va reconstruire, le paramètre de l'accessibilité à Mayotte. Ce qui est quand même dramatique, quoi. Dramatique. C'est un exemple concret. Après, monsieur le sénateur, sur votre question plus générale qui était que faire pour avancer sur le sujet, sur un recoupement avec ce que vous disiez, monsieur le sénateur, sur la gouvernance, c'est l'importance de la gouvernance, de la concertation. Parce que je pense que, outre le fait qu'il faut nécessairement un pilotage par l'État, ce qui n'est pas fait, il faut aussi un volontarisme à l'échelle locale, grâce à de la concertation. Et on a des très bons exemples de concertation. Et je reviendrai, on avait une très belle expérience avec la SNCF. On va inaugurer le futur TGV, le TGVM. On y a travaillé depuis 2016. Et donc, alors que la SNCF avait une commande de l'État, il faut que ça coûte 20% moins cher à l'achat, 20% plus écologique, 20% moins cher en exploitation. Malgré tout, avec les ingénieurs d'Alstom et de la SNCF, on s'est réunis, on a exprimé nos attentes, qui est au nombre de 5. Et après, les designers, les ingénieurs nous ont proposé des scénarios pour que le futur train soit bien accessible. Et côté déficience motrice, parce qu'il y a eu des oublis côté déficience visuelle, mais côté déficience motrice, on va avoir une hausse très significative de la qualité. Et notamment, on va passer à 5 places, alors qu'auparavant, on n'avait qu'une place, 2 places maximum. Là, on va passer à 5 places. Et on a fait tout un travail très précis sur les toilettes, etc. Donc là, ce n'était pas une question de coût, puisqu'on partait d'une feuille blanche. Et donc, du coup, c'est une très belle réussite. J'espère qu'on va pouvoir le valoriser cette année. Parce que je voudrais revenir sur la gouvernance. Donc, on a des exemples. Hein. Je pense que la concertation, ça ne génère pas forcément tout le temps que des surcoûts. Et je pense qu'il y a un outil qui n'est pas assez utilisé à l'échelle territoriale. Ce sont les commissions communales et intercommunales pour l'accessibilité. Normalement, obligation de l'article L 2143-3 du Code général des collectivités territoriales, qui ont un certain nombre de missions, et notamment qu'il doit avoir un rôle de pilotage politique du sujet, justement pour éviter de fonctionner en silo, et essayer de centraliser au maximum l'information entre les différents interlocuteurs, et puis d'associer la population. Et je voudrais terminer en disant, pour répondre à votre question, que faire ? Je pense qu'il y a un énorme travail de pédagogie à faire pour briser le double amalgame
qui est fait entre accessibilité égale handicap égale personne en fauteuil roulant. Et que donc, les personnes en fauteuil roulant ne représentent qu'1% de la population française. Donc je pense que quand on n'est pas sensibilisé, je me mets à votre place en tant qu'élu local, on se dit, on nous demande de faire tout ça pour 1% de la population. Donc du coup, je ne le fais pas. Or, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le taux de prévalence du handicap, enfin, d'une personne qui vit avec une déficience, c'est entre 10 et 15% de toute population. Donc ça veut dire qu'en tant qu'élu local, déjà, ça concerne 10 à 15% de vos administrés. C'est entre 850 millions de personnes et 1 milliard de personnes. Donc déjà, quand on se dit en tant qu'élu local, bon, ça concerne 10 à 15% de la population qui vit avec une déficience, quelle qu'elle soit, visuelle, auditive, cognitive, motrice. 10 à 15%. Il faut ajouter le public des personnes âgées. On va avoir un quart de la population française qui aura plus de 65 ans d'ici 10 ans. Donc déjà, même si vous prenez les 10% paramètres handicap plus 25% que personnes âgées, vous êtes déjà à 35%. Vous rajoutez les 700 000 femmes enceintes qui ne vivent pas avec une déficience, mais qui peuvent avoir des problèmes de fatigabilité dans les dernières semaines. Les 2,5 millions de poussettes. On a fait une étude avec l'IFOP il y a quelques années. 81% des parents avec poussettes sont très insatisfaits de la voirie. 81%. Et vous rajoutez les 100 millions de touristes étrangers qu'on accueille chaque année qui arrivent avec des bagages. Et pour des bagages, bah effectivement, l'accessibilité, ça sert. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous posait la question que faire. Je pense qu'il y a un manque de pédagogie par rapport au public cible, où du coup, on s'est trop focalisé sur les personnes en fauteuil roulant, et en se disant, bah, on nous demande beaucoup pour 15% de la population. Or, on voit qu'effectivement, ça concerne en fait une majorité de la population, l'enjeu de l'accessibilité. Et ça peut peut-être débloquer des volontarismes à l'échelle locale, des prises de conscience, de se dire, bah, effectivement, ça demande un investissement et budgétaire et temporel, mais pour le coup, qui sert à une majorité de la population. Merci. Merci. Je vais donner maintenant la parole à notre collègue Marie-Pierre Richer, présidente du groupe d'études handicap au Sénat. Je vais lui laisser le soin de conclure, mais je vous remercie vraiment pour votre collaboration à cette table ronde. Merci pour les propos tenus. Merci aussi pour... j'ai bien retenu les propos de M. Denisio et je crois que je l'ai noté parce que ces propos ont une vraie honnêteté intellectuelle de dire on ne pourra pas faire partout. Et voilà pourquoi on ne pourra pas faire partout. Je crois que c'est important, effectivement aussi, à un moment donné, de dire ben, on veut faire, mais... et puis, merci à vous d'avoir effectivement évoqué le problème du handicap, parce que pour nous, citoyens lambda, ben, le handicap, c'est quelqu'un qui se déplace en fauteuil roulant, mais vous nous avez démontré que ce n'était pas uniquement les gens qui se déplaçaient en fauteuil roulant. Donc un grand merci pour votre participation. Et je donne la parole à notre collègue pour conclure cette table ronde. Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais tout d'abord vous remercier de m'avoir convié à assister à cette audition. Madame et Messieurs, vous remercier pour la qualité de vos interventions ainsi que mes collègues. Je voudrais juste rappeler que le groupe d'études handicap a été voulu et par Gérard Larcher mis en place par Philippe Mouillet, qu'il comprend aujourd'hui un peu plus de 60 sénatrices et sénateurs. Donc j'invite aussi les sénatrices et sénateurs présents qui n'en font pas partie à adhérer au groupe d'études handicap. Ce groupe d'études handicap a été voulu pour renforcer le suivi des politiques publiques en matière de handicap. Et je pense que la mission aujourd'hui qui est mise en place concernant le diagnostic de la loi de 2005 y répond complètement. Le groupe d'études handicap est un groupe d'études transversales puisque mes collègues de toute commission en font partie. Et le format des travaux qui seront rendus lors du colloque sont assez inédits.
puisque chaque commission s'empare du sujet qui la concerne au quotidien dans sa compétence. Et aujourd'hui encore, la qualité des échanges montre toute cette pertinence, puisque je me rends compte que les personnes auditionnées, notamment du collectif handicap, ne sont pas les mêmes en fonction de la problématique. Alors que bien souvent, quand c'est limité à une commission, je n'ai rien contre, bien entendu, les personnes que l'on auditionne assez fréquemment dans le cadre du groupe d'études handicap, mais ça permet d'ouvrir en parlant vraiment du sujet. Je sais pas, je crois que nous avons fait 2 heures d'audition, donc c'est important. Je voudrais dire aussi à mes collègues que la restitution le 11 février après-midi au niveau du colloque se fera par chaque commission, mais au-delà de cette restitution, puisque les Outre-mer ont été évoqués tout à l'heure, sachez que la délégation des Outre-mer s'est aussi emparée de l'accessibilité, parce que c'est quand même le sujet, c'est l'accessibilité dans toutes ses formes, comme vous l'avez rappelé, ainsi que la délégation collectivité territoriale qui a fait la semaine dernière aussi une audition. C'est pour vous montrer que le souci du Sénat et des sénatrices et sénateurs est vraiment au-delà du diagnostic, avoir des préconisations pour aboutir peut-être à une modification ou un renforcement de la loi, mais d'aller bien au-delà du colloque. Voilà. Merci encore, Monsieur le Président. Merci à vous pour votre participation à cette table ronde qui a effectivement montré qu'il reste un travail fort important à faire, mais qu'il y a une volonté de le faire et une volonté en partenariat. Ce qui est très important, hein, ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout seul comme ça en disant on va le faire, mais c'est quelque chose en partenariat et je m'en réjouis. Merci de votre participation.